Bonjour à tous. Alors que la Coupe du Monde 2022 vient tout juste d'ouvrir ses portes, j'avais envie de me tourner un peu vers l'avenir et de vous parler donc de l'attribution de la Coupe du Monde 2030. Alors pourquoi la Coupe du Monde 2030? Tout simplement parce que ce sera une édition mythique. En effet, cela fera 100 ans que la première Coupe du Monde aura eu lieu en Uruguay en l'an 1930, qui a vu donc la victoire du pays hôte pour la toute première fois, première équipe à remporter le trophée Jules Rimet comme on l'appelait à l'époque. Alors bien sûr, cette attribution sera lourde de sens, avec différents pays qui ont des, des volontés différentes, des raisons différentes de vouloir organiser cet événement. Et on va voir ça ensemble. Et vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire. Par contre, avec des candidatures vraiment folkloriques. C'est le cas de le dire. Alors, la première candidature, on va commencer par la zone Asie. Ça sera celle de l'Arabie Saoudite. Donc, ça rappelle un peu celle du Qatar, la situation dans laquelle on est actuellement, avec un pays du Golfe qui, dans une stratégie de diversification des revenus, essaye de passer par le sport pour s'acheter une image. On l'a vu avec le Qatar, qui investit dans le PSG, organise donc la Coupe du Monde, puis la Coupe d'Asie cet été en 2023. L'Arabie Saoudite, elle, est dans ce même stratagème, avec notamment le rachat de Newcastle très récemment, ou l'organisation des Jeux asiatiques d'hiver en 2028, si je dis pas de bêtises, qui a fait grande polémique, parce que vous imaginez bien que des Jeux d'hiver où on a besoin de neige dans le désert, ça fait un peu désordre. Donc l'Arabie Saoudite se porte candidat pour cette Coupe du Monde 2030 et semble bien vouloir tout simplement imiter le Qatar dans ce qui s'apparente à un concours de qui a la plus grosse entre États du Golfe. Alors cette candidature, bien sûr, si elle vient à terme, souffrira des mêmes maux que celle qu'on a actuellement au Qatar, donc avec des pays qui sont vus comme rétrogrades par une partie de la population, et avec notamment beaucoup de droits de l'homme qui sont bafoués, beaucoup d'exécutions ont lieu en Arabie Saoudite. Et donc on aura une Coupe du Monde assez similaire, un traitement en tout cas similaire d'un point de vue occidental pour cette Coupe du Monde 2030 si jamais l'Arabie Saoudite vient à s'en emparer. Toujours dans la zone Asie, on a plusieurs candidatures qui sont plus ou moins communes. En Asie, en Extrême-Asie, Extrême-Orient, avec la Chine qui souhaite bien organiser la Coupe du Monde en 2030 pour des raisons d'image, pour asseoir sa puissance. Ce qui est très intéressant dans la candidature de la Chine, c'est que ce n'est pas un pays de football, ce n'est vraiment pas un pays de football. Vous allez me dire l'Arabie Saoudite non plus, mais ils essayent quand même de s'investir dans le football. L'équipe d'Arabie Saoudite se qualifie comme régulièrement pour la Coupe du Monde, ce qui n'est pas le cas de la Chine. Je ne sais même pas s'ils ont déjà été en Coupe du Monde, peut-être si, mais alors la plupart des personnes qui regardent la vidéo n'étaient pas nées tout simplement. Donc on a cette stratégie-là, mais qui passe par une équipe qui est très faible. Il y a eu des tentatives de naturaliser certains joueurs pour augmenter le niveau de cette équipe chinoise qui n'ont pas été très fructueuses. On se souvient à l'époque aussi de quand toutes les grandes stars, les Tevez, les Oscar allaient signer à Shanghai, c'est à Shanghai, les deux pas dans le même club, mais c'est à Shanghai, pour des sommes mirobolantes. C'était très rapide cette période-là, avec notamment des millions dépensés pour faire rayonner le football chinois. Ça avait très vite retombé à plat. Ça n'avait pas très bien marché. Donc on a cette candidature de la Chine seule, mais on a la Chine qui envisagerait, c'est peut-être une roue de secours, on va appeler ça une roue de secours, une candidature à plusieurs. Et là, ça devient très intéressant, parce que la première, ce serait une triple candidature avec les deux Corées. Et oui, les deux Corées, la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui viendraient se greffer à la Chine. Alors, personnellement, je ne suis pas fan des compétitions organisées sur plusieurs pays. Sur 2 pays, à la rigueur, ça ne me dérange pas plus que ça, mais sur 3 pays, on va sûrement avoir des problèmes de jalousie, j'appellerais ça. Ce qui s'est passé un peu justement dans la première Coupe du Monde qu'on avait eue en Asie, en Corée et au Japon, avec 2 pays qui avaient déjà des relations assez fraîches. Pour ceux qui ne sauraient pas, le Japon a colonisé les 2 Corées pendant un très long moment. Donc déjà on est sur 2 pays qui ne s'aiment pas forcément, et on a aussi
On avait aussi le problème de certains matchs qui n'étaient pas bien répartis, donc je ne me souviens plus exactement ce qui s'était passé, mais ça avait reproché l'attribution de certains matchs, ça s'était pas mis d'accord, et déjà à l'époque la FIFA n'avait pas apprécié et n'avait pas voulu retenter tout de suite l'expérience de la double candidature. On l'a vu parce qu'il faudra attendre 2026, donc 24 ans après la Coupe du Monde 2002 en Corée du Sud et au Japon, pour avoir une candidature multiple. Mais là, ça revêt tout simplement un caractère ubuesque quand on voit la candidature de la Corée du Nord. Alors la Corée du Nord ne serait pas seule, bien entendu, parce qu'on est sur un pays qui a une très grosse difficulté économique, encore plus depuis la crise du Covid. Mais pour moi, qui connais assez bien la Corée, qui est un sujet que j'aime beaucoup, je m'intéresse beaucoup à les relations entre les deux Corées, ça me semble tout simplement ubuesque d'imaginer une candidature commune des deux Corées. On a aussi une possibilité d'une Coupe du Monde Corée du Nord, Corée du Sud, mais au vu des relations actuelles avec Kim Jong-un, qui continue à lancer ses missiles, notamment vers le Japon, mais voilà, qui menace aussi son voisin du Sud, ça me semble très très compliqué, même si on le sait, les relations, il y a des tentes, il y a des fois ça se refroidit, des fois ça se réchauffe. C'est vraiment très particulier. C'est la relation de la Corée du Sud et de la Corée du Nord mériterait une vidéo d'une heure, même plus, elle toute seule. Donc ça me semble vraiment impossible à l'heure actuelle, déjà au niveau des infrastructures, quoique là on oublie souvent, mais la Corée du Nord possède le plus grand stade au monde, le stade du 1er mai, à Pyongyang. Et ça me semble, voilà, d'un point de vue logistique, totalement impensable une candidature compilant la Corée du Sud et la Corée du Nord. Alors je sais qu'en 2018, on a vu un rapprochement pour les Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang, avec donc des athlètes nord-coréens qui avaient participé. On a vu aussi au JO de 2000... je sais plus si c'était au JO ou la Coupe du Monde de handball, on avait une équipe de Corée réunifiée, ce qui était tout simplement un très grand pas en avant, mais malheureusement depuis les relations se sont détériorées entre les deux pays et on a donc cette situation qui me semble improbable pour organiser une Coupe du Monde. Donc on a ces deux cas de figure là, donc Corée du Nord, Corée du Sud, ou alors avec la Chine en plus, 3 pays, et on a aussi la possibilité d'un quadruple candidature, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Japon. Alors déjà que la Corée du Sud et le Japon, c'était un peu touchy. Alors si vous rajoutez la Corée du Nord en plus et la Chine, voilà, des pays qui sont plus ou moins concurrents en termes de soft power en Asie de l'Est, ça donne une candidature quand même qui me semble un peu improbable. Déjà, une Coupe du Monde déjà, je vous ai dit, les Coupes du Monde à 3, c'est pas mon truc, alors les Coupes du Monde à 4, ça me semble encore moins probable. Rien que pour le fait, par exemple, autant pour une Coupe du Monde à 2, on peut toujours s'arranger pour dire, alors toi, t'as l'ouverture, moi, j'ai la finale. Par exemple, ce qui est passé au Corée-Japon, l'ouverture à Séoul, la finale à Yokohama, je crois, en tout cas au Japon. Donc là, pour aussi, vous avez 3 ou 4 pays, vous faites comment? Ça veut dire qu'il y a un pays qui va se taper tous les matchs un peu pipeau. Ça me semble très compliqué. Alors, on change un peu de continent, on va aller en Afrique. Avec ici, ça sera surtout l'Afrique du Nord, qui sera très bien représentée avec une candidature de l'Égypte, qui a prouvé qu'elle pouvait organiser des événements importants, comme la Coupe du Monde de handball en 2021. Alors bien sûr, c'est pas la même échelle du tout, mais ça prouve voilà, d'organiser un événement mondial, l'Égypte sait faire. On a aussi une candidature maghrébine avec l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, avec aussi une candidature seule du Maroc et une candidature seule de l'Algérie. Donc une Coupe du Monde au Maghreb, ça serait vraiment magnifique, je pense, tout simplement parce que ce sont des pays de football, tout simplement. L'Algérie, voilà, qui avait une très très bonne équipe encore jusqu'à très récemment, qui n'a malheureusement pas pu se qualifier sur le fil. Hein, le Cameroun, le but de Togo Ekambi à la 120e, qui envoie le Cameroun au Qatar. Mais ce sont des pays voilà, qui vibrent au football, qui ont un très grand attachement. Même vous voyez la diaspora maghrébine en France qui est très attachée à son équipe de football. Donc ce serait tout simplement incroyable. Et le fait de se mettre à 3 serait un avantage économique, de se répartir les coûts. Et je pense que voilà, on aurait une très grande ferveur. Si vous ne connaissez pas, allez voir par exemple les matchs entre le Wydad et les deux clubs de Casablanca, le Wydad et le... Ah, j'ai oublié l'autre. Je suis désolé s'il y a des Marocains qui me regardent, j'ai oublié le deuxième, l'adversaire, le rival. Attendez, je vais regarder parce que c'est honteux vraiment.
Alors, derby de Casablanca. Entre le Raja, voilà, j'avais plus le nom en tête, je savais que ça commençait par un R. Le Raja Casablanca et le Wydad, ce sont des matchs avec une ferveur absolue. Et ce serait incroyable que le monde voit cette ferveur. Parce qu'il n'y a eu qu'une seule Coupe du Monde en Afrique, et c'était en Afrique du Sud en 2010. Je pense que la plupart de vous s'en souviennent. Une très belle Coupe du Monde qui a bercé la jeunesse de beaucoup. Enfin, on a une candidature du Cameroun, mais qui me semble très peu probable dans le sens où la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique qui a été organisée l'année dernière a été très compliquée sur plusieurs plans. Il y a eu beaucoup de déboires et ça me semble très peu probable. On avait eu déjà, il y avait eu pas mal de problèmes d'organisation. Les pelouses étaient vraiment catastrophiques. Donc c'était vraiment très très compliqué pour le Cameroun d'organiser la CAN, donc un événement qui demande encore plus de moyens, qui aura 2 fois plus de participants parce que la Coupe d'Afrique est passée à 24 cette année, l'année où le Cameroun a organisé en 2021. Et là, on aura une Coupe du Monde à 48. Je vous rappelle qu'à partir de 2026, il n'y a plus de 32 pays, mais 48. Ce qui explique aussi le nombre croissant de candidatures communes. Parce qu'il faut beaucoup plus de moyens, il y aura beaucoup plus de matchs, donc forcément, ça multiplie. On va aller un peu plus à l'ouest, et on va atterrir en zone CONMEBOL, en zone âme sud. Alors ce serait vraiment très romantique, dans le sens où on reviendrait aux racines. L'Uruguay, qui organiserait le centenaire de la Coupe du Monde, après avoir organisé celle de 1930 pour célébrer le centenaire de son indépendance, au Stade Centenario. Donc là, on aurait pareil une candidature commune. Argentine, Chili, Paraguay, Uruguay. Donc avec des acteurs majeurs de la zone âme sud, avec l'Argentine et l'Uruguay qui sont les 2 premiers finalistes de la Coupe du Monde, qui totalisent 4 Coupes du Monde à eux deux, qui sont des poids forts de cette épreuve. On aurait aussi le Chili qui certes est moins présent sur le plan Coupe du Monde, mais qui a encore très récemment gagné la Copa América. Ils ont fait le doublé en 2015 et en 2016 pour le centenaire de la Copa América. Et le Paraguay, même si on n'entend plus trop parler du Paraguay, ça reste une équipe mythique. On se souvient tous de José Luis Chilavert en Coupe du Monde 98 face à la France. Donc ce serait une candidature commune sur 4 pays. Encore une fois, 4 pays, ça pose des problèmes au niveau de la répartition, à mon sens. Mais voilà. Ensuite, on a une autre candidature commune, une espèce de contre-soirée, avec la Colombie, l'Équateur et le Pérou, qui organiseraient de leur côté, pareil, des pays très liés au football. L'Amérique du Sud, de toute façon, c'est le football. Et du coup, ce qui est très marrant à constater, c'est que ça fait 7 pays qui se portent candidat pour organiser la Coupe du Monde sur une confédération où on n'a que 10 pays. Donc le Brésil ne se porte pas candidat parce qu'il a été il a été organisateur en 2014, et la Bolivie et le Venezuela ne se portent pas candidat, sûrement pour des raisons économiques, et aussi parce que c'est les 2 pays peut-être les moins forts de la zone. Des 10 pays, les deux moins forts, disons. Après ce bref passage en Amérique du Sud, je vous invite en zone UEFA, avec une candidature qui me semblait très alléchante jusqu'à très peu, jusqu'à un événement qui a un peu changé la donne à mon sens, d'un point de vue subjectif, l'Espagne et le Portugal. Alors, l'Espagne, championne du monde en 2010, qui s'allie avec le Portugal, champion d'Europe en 2016, 2 pays très forts footballistiquement, qui ont vu passer nombre de légendes, les Di Stefano, les Raúl, pour l'Espagne, les Cristiano Ronaldo, les Eusebio, les Pedro Miguel Paoletta pour Luis Figo. Deco, on pourrait en citer Emile Deschamps, Iniesta, Xavi pour l'Espagne. 2 pays qui respirent le football. 2 pays côte à côte. Ça réglerait 2 pays, voilà. L'ouverture, on pourrait la faire à Lisbonne, la finale au Bernabeu, ou l'inverse. On est vraiment peut-être sur un rêve, tout simplement. Ce serait, moi je suis d'origine portugaise, donc voir la Coupe du Monde dans mon pays d'origine, ce serait vraiment très très beau. Cependant, il y a il y a eu un événement très récent qui a changé la donne. Ils ont décidé d'ajouter l'Ukraine à cette candidature. Vous vous doutez bien pourquoi. La guerre en Ukraine, point de vue politique fort, pour montrer qu'ils sont solidaires envers les Ukrainiens dans la guerre qui les oppose à la Russie. Alors pour moi, ça n'a aucun sens, bien entendu.
prends un pays qui a plus de t'as des milliers de kilomètres pour le greffer à un projet qui avait l'air très sympa, parce que voilà, le Portugal et l'Espagne, tout peut se faire en voiture, tout peut se faire en train. D'un point de vue écologique, c'est vraiment le top. Je pense que vous avez quasiment rien à construire, peut-être à rénover quelques stades. Il n'y aura pas grand chose à faire. Là, vous rachetez l'Ukraine, donc déjà ça n'a aucun sens d'un point de vue géographique. Et surtout, voilà, on fait comment? Il y a des gens, ça fait un peu comme l'Euro 2021, où vous avez dans le groupe A, vous avez eu le Pays de Galles de mémoire, qui a joué à Rome, qui est parti jouer à Bakou, qui est revenu jouer à Rome. C'est le Pays de Galles ou la Turquie peut-être. C'est peut-être la Turquie. Mais voilà, on aurait ce genre d'incongruité. Donc déjà pour le sportif c'est nul parce que vous avez des équipes qui vont faire des allers-retours pas possibles. Et aussi pour l'écologie, c'est nul parce que vous allez avoir des trajets en avion pour aller jusqu'à Kiev. On sait même pas dans quel état sera l'Ukraine en 2030. Après la guerre, on sait pas combien de temps la guerre va durer. Ça me semble un peu compliqué. On en vient donc à ma candidature qui a détrôné celle de l'Espagne et du Portugal dans mon cœur. C'est celle de l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Alors pourquoi celle-là à mon choix du cœur? Tout simplement parce que déjà on est sur une bicandidature, donc 2 pays, qui pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est la formule que je préfère, dans le sens où on va se diriger de plus en plus vers ces multiples candidatures pour alléger les coûts. Alors pourquoi l'Australie et la Nouvelle-Zélande? Parce que certes ce sont des pays de rugby, principalement, mais tout simplement parce que ça change. C'est vrai qu'au bout d'un moment, toujours faire des Coupes du Monde en Europe, au Brésil, ça fait du bien de changer. Ça fait du bien. En plus, certes, on a la problématique des déplacements parce que entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie, bien sûr, il faut se déplacer soit en bateau, soit en avion, ce qui est assez polluant. Mais on aurait une Coupe du Monde qui change, une Coupe du Monde assez novatrice. On n'a jamais eu une Coupe du Monde en Océanie, tout simplement, même si maintenant l'Australie fait partie de la zone Asie. D'un point de vue géographique, l'Australie constitue la majeure partie du continent océanien. Donc on aurait la possibilité de proposer quelque chose de nouveau pour ces pays de rugby qui pourraient nous proposer dans une Coupe du Monde de football. Et j'aimerais beaucoup voir ça. Donc c'était la première candidature que je vous présentais, qui était transcontinentale, dans le sens où c'est pas la même confédération. Maintenant on va passer à ceux qui sont vraiment transcontinentales. Et on va voir quelques incongruités. Alors, je vais parler de l'Arabie Saoudite tout à l'heure, qui voulait organiser seule. Et aussi un monde où elle organise avec l'Italie. Alors, comme pour l'Ukraine et la péninsule ibérique, je ne vois pas l'intérêt, à part alléger les coûts, et encore ça ne doit pas être un problème pour les Saoudiens, mais c'est surtout, à mon avis, une question d'image, pour éviter ce qui s'est passé avec le Qatar, dans le sens où on va tout le temps ramener aux droits de l'homme, et à ce genre de trucs. Mais voilà, il y a des pays plus proches. Et justement, c'est pour ça qu'ils ont essayé d'inclure la Grèce. Mais c'est pareil. Vous avez 3 pays qui vont gagner une Coupe du Monde commune, qui ne sont pas collés l'un à l'autre. C'est ce qu'on a déjà un peu au handball. Au handball, vous avez eu une Coupe du Monde de mémoire. Vous avez eu Autriche, Norvège, Suède, quelque chose comme ça. C'est une Coupe du Monde il y a eu très récemment. Une Coupe du Monde où voilà, c'était l'Autriche, la Suède et la Norvège, je crois, ou le Danemark. Mais voilà, ça n'a pas trop de sens. Ça n'a pas trop de sens d'un point de vue géographique. Même la Coupe du Monde, c'est censé montrer la culture d'un pays. On l'a vu avec le Brésil, on l'a vu avec la Russie également, montrer la puissance du pays, mais aussi sa culture. Donc là, vous avez 3 pays qui n'ont quasiment rien à voir culturellement. Donc ça me semble un peu compliqué, ça me semble pas très beau d'un point de vue symbolique. Donc cette Coupe du Monde me semble n'a pas mes faveurs, disons. Dans le même registre, et on va finir par ça, on a du coup une Coupe du Monde à 2 avec les Émirats Arabes Unis et Israël. Donc pareil, c'est un peu le même problème qu'avec la Corée du Nord, Corée du Sud. On a donc Israël qui est honni par ses voisins du Moyen-Orient. Je ne comprends pas comment. Je ne suis pas expert des relations entre les Émirats et Israël, mais c'est une Coupe du Monde qui va sûrement faire polémique, comme le fait celle au Qatar actuellement.
Je crois que c'est tout. Je vérifie si on n'a pas d'autres candidatures. Euh... Si on avait aussi une candidature Arabie Saoudite, Égypte, Grèce. Et voilà, pareil, le même problème. Arabie Saoudite, Égypte, Grèce, pas une frontière commune. Si la mer, peut-être entre l'Égypte et la Grèce, à la rigueur. Mais c'est tout. C'est tout, c'est tout. Alors après, on pourrait s'avancer encore plus loin et parler de celle de 2034, où l'Australie, l'Indonésie souhaiterait, en tout cas l'Indonésie semblerait assez intéressée. Et on avait également la Thaïlande, le Zimbabwe, tout ça. Mais bon, d'ici là, il peut se passer beaucoup de choses. On ne sait pas où on sera. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure? C'est que on a vu beaucoup de multiples candidatures dans cette vidéo. Et on pourra en voir de plus en plus, tout simplement parce que la Coupe du Monde s'élargit. À partir de 2026, on passe à 48 pays. Pour des raisons logistiques, ça devient de plus en plus dur pour certains États, dans un contexte de crise économique, d'organiser seul un événement qui coûte plusieurs milliards. La Coupe du Monde, le football en général, c'est pas quelque chose où vous allez avoir des gains financiers très forts. C'est quelque chose, vous allez plutôt avoir des gains d'image qui vont vous permettre ensuite de nouer des partenariats. C'est ce qu'essaie de faire le Qatar, l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe en général, la Chine aussi, de passer par le sport pour voilà, assouvir des ambitions étatiques, dirons-nous. On voit aussi que voilà, cette Coupe du Monde, ça fait un peu la transition, cette Coupe du Monde, voilà, c'est devenu un Graal, une vitrine pour certains pays qui ne sont pas forcément des pays de football, pour se montrer. Et pour moi, ça, c'est pas un problème. Pour moi, comme je vous l'ai dit, j'en ai marre de voir toujours un peu les mêmes pays. Ok, l'Europe, c'est très bien. Ok, l'Europe, berceau du football, soit. L'Amérique du Sud, voilà, les premiers, le Brésil, tout ça. Bien sûr que voilà, c'est un imaginaire collectif, c'est très beau. Mais il faudrait aussi laisser la chance à d'autres pays de pouvoir accueillir la grand-messe du football. Voilà pour tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao.